Alors la première question qu'il faut se poser est celle relative à l'ordonnance justement du 8 décembre 2017 et au décret du 24 décembre 2018. Donc aujourd'hui, nous avons en droit français, pour les titres financiers de sociétés non cotées, une équivalence, selon ce qu'on pourrait penser ou pas, une équivalence en tout cas qui est souhaitée entre une inscription de titres financiers sur compte titre, ce qui se fait depuis maintenant un certain temps, et une inscription du titre financier sur un dispositif électronique d'enregistrement partagé. Et la question que je me pose, c'est de savoir si en matière de reconnaissance de la propriété ou en matière de nantissement de titres financiers, eh bien, il y a une véritable équivalence qui est mise en place, et s'il y a encore des obstacles aujourd'hui qui existent, étant donné que maintenant on a globalement deux modalités d'inscription de ces titres financiers. Donc je passe la parole d'abord au professeur Malassimier. Merci beaucoup. Déjà, je tenais à remercier le professeur Véronique Magnier et Patrick Marban pour tout leur investissement dans ce projet et de m'avoir permis de réfléchir à cette question intéressante. Alors, effectivement, si vous voulez, je pense qu'il faut bien, quand on parle d'équivalence entre l'inscription en compte de titres financiers et l'inscription dans un dispositif électronique d'enregistrement partagé, on peut raisonner à deux étages. C'est-à-dire, le principe, la logique qui a été adoptée par le législateur, c'est d'adopter une réforme technique. Une réforme technique, c'est-à-dire on ne change pas le régime en matière de transfert de propriété, on ne change rien en ce qui concerne le régime. Et on va dire à chaque fois que ça peut se passer, donc l'inscription dans un tel dispositif tient lieu d'inscription dans un compte titre, le transfert de propriété soit s'opère par virement de compte titre, soit par l'inscription dans un tel dispositif. Donc, on peut, à première vue, on peut considérer que ça ne change rien et qu'il y a une équivalence, puisque le régime en matière de transfert de propriété des titres financiers va s'appliquer, que l'on recourt à une inscription en compte ou une inscription dans un blockchain, dispositif électronique d'enregistrement partagé. Simplement, quand on va un petit peu plus dans le détail, la question c'est de savoir si ces deux inscriptions offrent les mêmes garanties. Vous voyez ? Donc là, on entre dans le détail, et plus précisément s'agissant des modalités. Comment fonctionne une inscription en compte, d'une part, et comment fonctionne une inscription en blockchain. Et tout de suite, on se pose la question, on a eu la même réforme au début des années 80, où on nous a dit que l'on passait de la forme matérielle, le titre, les valeurs mobilières étaient représentées par un document matériel, on passe à une généralisation de l'inscription en compte, et à l'époque c'était une réforme fiscale, à des visées fiscales et techniques, c'est-à-dire que le régime n'était pas modifié. Et pourtant, on s'est aperçu pendant de nombreuses années qu'il y avait une différence, qu'on ne pouvait pas raisonner exactement de la même manière, et que donc le régime ne s'appliquait pas aussi bien à un titre inscrit en compte qu'à un titre représenté par une feuille de papier. Et donc, la question est de savoir si on va rencontrer les mêmes difficultés demain. Alors, s'agissant de ces modalités, deux points pour savoir si c'est équivalent ou pas. Je pense que l'inscription dans un dispositif électronique d'enregistrement partagé peut offrir les mêmes garanties qu'une inscription en compte. D'accord ? Pour autant, il n'est pas certain que notre réglementation garantisse que ces garanties soient toujours présentes. Donc c'est possible, mais il n'est pas certain que ce soit systématique. Et pourquoi ? Parce que le législateur, d'une part, et le gouvernement, le législateur a simplement imposé un principe d'équivalence, puis il a renvoyé au décret d'application le soin de préciser les choses. Or, lorsque nous avons pris connaissance du projet de décret puis du décret, nous nous sommes aperçus que les rédacteurs du décret ne donnaient guère de précision. C'est bien la difficulté. Pourquoi ne donnent-ils pas de précision ? Il y a un parti pris. Le parti pris, ça il faut l'avoir à l'esprit, ce parti pris, c'est
d'avoir une approche en termes technologiques neutre. C'est-à-dire, on ne veut pas privilégier telle technologie plutôt que telle autre. Hein. Il n'y a pas une blockchain, comme cela a été extrêmement bien présenté par Patrick Barban, mais il y a des blockchains. Et par ailleurs, on utilise une autre expression, dispositif électronique d'enregistrement partagé, qui est plus large encore, potentiellement, que la blockchain. Donc, à partir du moment où vous voulez être le plus neutre possible, vous n'allez pas préciser comment cette blockchain doit fonctionner. Pour autant, il faut une sécurité. Il faut une sécurité, c'est-à-dire qu'en l'état actuel des choses, normalement, on doit s'assurer qu'il n'y a pas plus de titres en circulation que de titres qui ont été émis par une société. Ça semble assez logique. Et cette sécurité, elle repose sur qui? Quand vous avez une inscription en compte, de titres non admis aux opérations du dépositaire central, c'est la société. C'est donc une personne. C'est la personne qui tient les comptes qui doit s'assurer que sa comptabilité fonctionne et qu'il n'y a pas plus de titres qui circulent que de titres émis. Alors que, en matière de blockchain, l'idée est assez différente. L'idée, c'est que la sécurité, elle doit être intrinsèque à la technologie. Ce n'est plus une personne, mais la technologie utilisée qui doit apporter la sécurité. Simplement, on peut avoir quelques hésitations. Pourquoi? Parce que la technologie, je viens de vous le dire, il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. Et le décret ne dit mot, en fait, sur les garanties les plus élémentaires. On nous dit simplement dans le décret d'application qu'il faut que l'on puisse identifier le propriétaire des titres, c'est une bonne chose, c'est un minimum, et par ailleurs, on nous dit que cette inscription doit être, il va y avoir une intégrité de l'inscription, autrement dit, il faut qu'on puisse avoir un support, une trace durable. C'est tout. Bon, donc ce sont des exigences de bon sens, élémentaires, mais on n'a aucune autre véritable exigence, et notamment, on n'a pas d'exigence quant à l'intégrité du système. On ne demande pas des garanties élémentaires pour s'assurer que la blockchain permettra, d'une manière ou d'une autre, que l'on vérifie qu'il n'y a pas plus de titres inscrits que de titres émis, et également, comprenez bien la difficulté, le principe c'est qu'il y a plusieurs registres, il n'y en a pas qu'un, c'est un partage, chaque registre a la même valeur, ce n'est pas un original et une copie, il faut donc s'assurer que la même inscription, le même bloc, apparaisse sur chaque original en même temps. Sinon, vous allez avoir une discordance. Bon. Et donc, on raisonne, comme cela a été présenté par le professeur Barban, on raisonne à partir du Bitcoin. On dit que c'est très bien, qu'il y a une sécurité, parce que c'est une blockchain publique. Simplement, rien dans le décret ne dirige vers telle ou telle blockchain. Et il y a des blockchains qui, a priori, présentent un degré de sécurité bien moindre que d'autres. Donc ça, c'est une difficulté, et on aurait pu au moins attendre du décret qu'il exige, à titre de principe, à tout le moins qu'il exige qu'il y ait une intégrité, pas simplement l'inscription en compte, enfin d'inscription dans le DIP, dans le dispositif électronique d'enregistrement partagé, mais également qu'il y ait des garanties quant à l'intégrité de l'émission et donc du nombre de titres émis. Et autre point que l'on aurait pu attendre, finalement, il y avait un moyen de ne pas limiter les technologies employées, et on peut le comprendre, tout en garantissant une certaine sécurité. Cela aurait consisté à exiger un certain nombre de garanties des personnes qui sont responsables du registre, qui vont participer à la validation des blocs. On aurait pu tout à fait concevoir, et cela a été envisagé, hein, qu'il y ait un agrément qui puisse être exigé pour toute personne qui participerait à un registre. Ce qui aurait apporté des éléments c'est assez minimal, mais au moins quelques éléments de sécurité, et en même temps, ça ne présageait pas de la technologie. Il suffisait
de s'adresser à l'autorité compétente et dire voilà, mon cahier des charges, la technologie, voilà comment elle va fonctionner, et donc je vous demande l'agrément. Et on aurait eu au moins cette sécurité. Alors qu'en l'état actuel, il n'y a aucun processus de vérification des qualités de la technologie employée, et on n'a pas non plus de véritables principes posés. Et ensuite, je pense qu'on pourra discuter de blockchain privé ou blockchain public. Alors, j'aborde le nantissement, vous voulez qu'on rebondisse sur blockchain public, blockchain privé? Rebondir d'abord sur blockchain public. Alors, effectivement, comme vient de le dire Vincent Malassigné, dans le décret, finalement, on n'a pas grand-chose. Je crois qu'on a été effectivement plusieurs à être un peu déçus du décret. On se disait, on va avoir des choses un peu techniques, on va nous dire concrètement comment ça fonctionne. Et en réalité, dans le décret, on nous dit rien, on nous dit des choses qui ressortent un peu de l'évidence. En fait, moi, mon sentiment, c'est que l'opposition en fait, entre blockchain public et blockchain privé, elle est peut-être un petit peu réductrice, un petit peu schématique. C'est vrai qu'on raisonne toujours sur le Bitcoin, mais le Bitcoin, c'est l'archétype de la blockchain totalement ouverte, totalement décentralisée. N'importe qui peut récupérer une copie, n'importe qui peut initier des transactions, n'importe qui peut devenir un nœud, un mineur, etc. etc. Donc on est dans quelque chose de très particulier. À ça, on oppose la blockchain privée. La blockchain privée, dans sa version extrême, c'est une société qui a, par exemple, plusieurs ordinateurs, et sur chacun de ces ordinateurs, on a une copie du registre décentralisé, et les différents ordinateurs communiquent entre eux. Là, on a de la sécurité, là, on sait ce qu'on fait, là, si c'est l'émetteur qui gère ces différents serveurs, l'émetteur va pouvoir vous dire, voilà, ma blockchain fonctionne comme si j'ai telle technologie, j'ai telle permission, c'est telle personne dans mes services qui a tel accès, etc. etc. Le problème, c'est que dans ce schéma-là, est-ce qu'on est vraiment encore dans un registre partagé? Où est le partage? Le partage, il est entre l'ordinateur du deuxième étage et l'ordinateur du troisième étage. Au mieux, entre un ordinateur sur un site et un ordinateur sur un autre site. Mais quand on parle de décentralisation dans les textes, ce n'est pas la décentralisation géographique, c'est la décentralisation justement des personnes. C'est que ce sont différentes personnes qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas dans des rapports de dépendance, dans des rapports de hiérarchie, qui vont chacune indépendamment faire le contrôle. Dans le Bitcoin, c'est ça. Le Bitcoin, c'est que vous avez quelqu'un à Kuala Lumpur qui dit bah, pour moi l'état du registre c'est ça, et vous avez une deuxième personne à New York ou à Bangkok qui dit moi, je reconnais le même état du registre. Et comme ces personnes ne se connaissent pas, n'ont aucun rapport entre elles, on se dit, bon ben, si tous ces gens-là sont d'accord, c'est que ça doit être l'état, on va dire, véridique du registre. Donc, on voit bien qu'on a finalement un problème. On a soit une blockchain qui est totalement publique, mais à ce moment-là, on a évidemment un problème de responsabilité. Qui est chargé d'assurer la tenue du registre, qui répond quand il y a un pépin, qui est-ce qu'on contacte quand on persécute les privés, etc. Il y a mille et une questions qui se posent. Et de l'autre côté, on résout toutes ces questions en faisant une blockchain purement privée, mais bon, bah, à ce compte-là, autant avoir une bonne base de données totalement centralisée, et c'est aussi simple. Je crois avoir compris que ce qui est en train de se développer en pratique, c'est ce qu'on appelle en fait des systèmes hybrides. Dans un système hybride, on a en fait deux registres. On a un registre qui est purement public et un registre qui lui est privé. Sur le registre public, on a un certain nombre d'unités qui sont émises. Donc sur le Bitcoin, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des micro-transactions. On fait une transaction de 1 Satoshi. Donc Satoshi, c'est la plus petite unité de subdivision du Bitcoin. Donc on vous fait une transaction de 0,0001 Bitcoin, donc 1 Satoshi, et dans les métadonnées de cette transaction, on dit que ce Satoshi représente une part de la société machin. Et du coup, on a une adresse Bitcoin sur laquelle on a cette part qui a été représentée. Sur la blockchain Bitcoin, on sait juste qu'il y a une part. Ensuite, ce Satoshi, on peut l'envoyer sur une autre adresse. Pas de problème, on va faire une nouvelle transaction Bitcoin. Simplement, on ne sait pas sur la blockchain Bitcoin à qui appartiennent les Bitcoins. On a juste une adresse publique, mais on n'a pas de nom. C'est du pseudonyme finalement. Et donc, on utilise pour recoller les morceaux un deuxième registre, quant à lui privé, qui est tenu là par l'émetteur, sur lequel il n'y a pas de titre en tant que tel.
Mais on a une connaissance, c'est-à-dire que l'émetteur sait que le Satoshi qui est sur l'adresse numéro tant appartient à monsieur machin. Mais quand on veut transférer le Bitcoin, par exemple, enfin, quand on veut transférer le titre qui est représenté sur la blockchain Bitcoin, on ne va pas donner un ordre directement à l'émetteur. On va faire soi-même la transaction sur la Bitcoin blockchain, sur la blockchain Bitcoin, et là on va dire, ben, moi, mon Satoshi, je le transfère à telle adresse. Et c'est dans les livres de l'émetteur, on va avoir la correspondance entre la nouvelle adresse et le nouveau nom du propriétaire. Donc, en faisant comme ça, finalement, la pratique essaye de combiner les avantages du registre privé, confidentialité, fiabilité, identification, et les avantages du registre public, c'est décentralisé. N'importe qui peut réaliser directement des transactions dans la blockchain, donc on essaye de cumuler les deux. Je crois aussi qu'effectivement, comme Patrick l'a dit tout à l'heure, il y a des blockchains plus ou moins sophistiquées. La blockchain du Bitcoin, elle est effectivement, alors je ne suis ni mathématicien ni informaticien, donc je n'y comprends strictement rien, mais en gros, les types de calculs, les types d'opérations logiques qu'on peut faire sur la blockchain Bitcoin sont très limités, alors qu'elles sont, je crois, potentiellement infinies sur la blockchain Ethereum. Et donc, on a plutôt tendance à recourir à la blockchain Ethereum. Et l'une des choses qu'on fait sur la blockchain Ethereum, c'est qu'on programme les titres de manière justement à ce qu'on ne puisse pas les envoyer de manière totalement libre. Pourquoi? Le problème est le suivant. L'émetteur, il a son fichier. Dans son fichier, il a une liste d'adresses. Et il sait que l'adresse blockchain numéro tant appartient à monsieur A, que l'adresse numéro tant appartient à monsieur B, etc. Donc, au départ, il y a une identification. On a une correspondance entre les adresses blockchain et les identités des titulaires. Le problème qui se pose, c'est que si monsieur A, qui détient lui-même sa clé privée, envoie le Bitcoin sur une nouvelle adresse. Les Bitcoins, encore une fois, qui représentent des titres. S'il envoie ça sur une nouvelle adresse, la question, qui est le nouveau propriétaire? Mystère. C'est l'adresse numéro tant. Mais à qui appartient cette adresse? Donc là, on a un pépin. Pour résoudre la difficulté, il y a deux manières de faire. Première manière de faire, c'est de dire, ben, ce ne sera pas chaque titulaire qui aura ses clés privées, ce sera l'émetteur qui va garder les clés privées, et quand un titulaire veut faire un ordre, veut faire un virement, eh ben, il adresse une notification à l'émetteur en disant « Cher émetteur, merci de virer mon titre à monsieur X ». L'émetteur va créer une nouvelle adresse au nom de monsieur X, faire le virement. Alors, le problème, c'est que dans ce cas-là, si à chaque fois il faut faire une notification, bah, c'est comme le compte titre, donc quelque part, c'est beau sur le papier, on utilise une blockchain, mais en pratique, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on a inventé, enfin c'est pas moi, hein, les praticiens ont inventé un système un peu hybride qui est basé sur la blockchain Ethereum. En fait, quand on programme les unités qui circulent en blockchain et qui vont représenter les titres, on dit attention, ces unités, elles vont pouvoir circuler, mais on ne va pouvoir les envoyer que sur des adresses qui sont intégrées dans une liste prédéfinie. Et c'est l'émetteur qui gère la liste. Ça veut dire la chose suivante. Quand moi j'ai des titres et que je veux les envoyer à un acquéreur, je dois dire à l'acquéreur, faites-vous identifier auprès de l'émetteur. L'émetteur vous identifie, donc il fait son KYC, etc. au besoin, et l'émetteur crée une nouvelle adresse. On intègre cette nouvelle adresse dans le smart contract, et à ce moment-là, moi, je peux faire le virement. Là, c'est un peu compliqué, il faut quand même s'adresser à l'émetteur, il faut quand même, etc. Sauf qu'une fois que les adresses sont créées, bah, ça veut dire que moi et cet acquéreur, on peut faire des opérations de manière indéfinie. Il va pouvoir m'envoyer des titres parce que mon adresse est dans la liste, je vais pouvoir lui envoyer des titres. Donc je peux lui faire une session d'un titre, il peut me les rétrocéder, et je peux ensuite lui en transférer deux, etc. On peut faire comme ça des tas d'opérations, et on aura interagi une seule fois avec l'émetteur pour qu'il intègre l'adresse. Donc, effectivement, on ne peut certainement pas faire juste voilà, la blockchain totalement ouverte en disant on va retranscrire le modèle du Bitcoin, mais on peut finalement combiner finalement les deux choses. Et c'est vrai que là-dessus, je rejoins entièrement Vincent Massini là-dessus, c'est dommage qu'on n'ait rien dans le décret, parce que tout ça, ça n'apparaît pas dans le décret. Nous, les juristes, quand on lit le texte, on ne comprend rien. Il faut aller discuter avec des gens qui font ça en pratique, etc. Mais il y a des textes qui ne rendent absolument pas compte finalement de l'état des exigences. Et c'est vrai que c'est assez problématique. Alors, il y a un point aussi qui est important à mon avis, et ça tu l'as très bien décrit avec toutes ces innovations, et comme ce que tu as dit Vincent, c'est que
on a voulu faire une sorte de bac à sable, hein, ils appellent ça les sandbox, c'est-à-dire l'idée de ne pas d'adopter une attitude neutre en se disant les problèmes vont être résolus par la pratique elle-même. Et on voit ces choses se faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi je réfléchis aussi par rapport à d'autres projets, alors qui ne sont pas sur les titres financiers, mais qui peuvent avoir un intérêt. Ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que l'intérêt d'une blockchain, alors pas seulement pour le titre financier, mais en tant que transfert de données, c'est extrêmement différent d'un envoi de données normal par voie électronique. Parce que quand vous envoyez par exemple un fichier, par voie électronique, par email, ce que vous faites, c'est que vous faites une copie de ce fichier que vous envoyez. Vous gardez le fichier et il y a une copie qui est envoyée à votre destinataire. Sur la blockchain et le Bitcoin, pour éviter ce qu'ils appellent le problème de la double dépense, eh bien, quand vous allez transférer des bitcoins, vous allez perdre ces données-là et la titularité de ces données-là. Donc en fait, le système fait en sorte que vous ne puissiez plus revendiquer cela. Et moi, il me semble que c'est des problématiques qu'on peut retrouver en matière de compte-titre classique, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un compte d'émission, puis ensuite on va dispatcher finalement ces émissions dans les titres, les comptes-titres individuels des titulaires. Il peut y avoir des erreurs, c'est pour ça d'ailleurs que en marché financier, on a un dépositaire central qui vérifie bien que c'est toujours équivalent, etc. Si on arrive à bien mettre ça en place, l'avantage c'est qu'on peut vraiment arriver à un système qui pourrait être plus sûr, puisque dès que j'ai transféré des bitcoins qui représentent des titres financiers, je n'en ai plus la titularité. J'ai bien transmis ces éléments-là à l'acquéreur. C'est pour ça qu'on parle vraiment de crypto-actifs. Donc, il peut y avoir à terme un avantage, mais qui n'existe pas dans le décret. Mais ce que tu dis aussi est très intéressant, parce que ces évolutions ont réfléchi par rapport à la manière de créer une sorte de marché des titres financiers. Elle se met aussi en parallèle avec une autre innovation qui est tentée par les blockchains et qui pourrait tout à fait se conjuguer avec ça. Alors je crois que c'est la blockchain sovereign qui met ça en place. L'idée, c'est de parvenir à une véritable authentification sur Internet. C'est-à-dire que vous pourriez arriver pour mettre sur Internet votre identité en tant que personne, moi, Patrick Barban par exemple, je peux indiquer sur cette blockchain qui je suis. Ça sera vérifié par des validateurs qui ont seulement le droit d'inscription, et donc qui peuvent rentrer ça sur blockchain. Et ensuite, s'il s'agit potentiellement de signer un document électronique ou de pouvoir revendiquer quelque chose sur blockchain avec mon identité, n'importe quel utilisateur pourra vérifier que c'est bien moi, en effet, qui suis la personne que je revendique être. Et si on couple ça avec le système que tu décris, finalement, en fait, on lèvera potentiellement tous les obstacles, puisqu'on aurait un identifiant certifié sur blockchain, on n'aurait pas besoin de faire de liste avant, on n'aurait pas besoin de demander à chaque transfert, finalement, de titre financier l'accord de l'émetteur, enfin en tout cas pas l'accord, mais de solliciter l'émetteur, et en fait, on arriverait vraiment à un système qui serait simplifié. Et pour l'émetteur, ça reviendrait à avoir l'administration de ces émissions comme elle le fait sur un compte titre. Donc, il y a une vraie déception par rapport au décret. Surtout que, a priori, la première version devait être beaucoup plus complète. Là, on ne sait pas grand-chose, mais il y a quand même cet aspect bac à sable qui fait que peut-être qu'on donne en tout cas des outils à la pratique pour évoluer là-dessus. Et la seule chose finalement qu'on peut retenir, moi c'est vraiment le seul point d'intérêt que j'ai trouvé, et encore il faut bien l'analyser par rapport au décret blockchain, c'est qu'on dit bien que c'est des blockchains fermées en réalité, puisqu'on vous dit que, non pas que c'est géré par une personne, mais qu'une personne est chargée d'un plan de continuation d'activité sur la blockchain. Et ce qui indique bien que cette personne-là est censée, on n'est même pas sûr, mais censée être le gestionnaire de la blockchain, donc modèle privé. Mais voilà, beaucoup de possibilités. Voilà. On passe peut-être sur le nantissement. Tu veux intervenir, pardon ? Justement, c'était entre ce qui a été dit par Maxime qui est fait, c'est-à-dire qu'on s'arrange en combinant blockchain et un registre centralisé. La question, c'est les textes le permettent-ils ? Et quand vous lisez le décret blockchain, la logique, c'est on ne change rien, simplement on dit que c'est possible aux côtés de l'inscription au compte, on peut recourir à une inscription dans un dispositif électronique d'enregistrement partagé. Et à chaque fois,
toute la logique du régime qui demeure, la logique du régime quand il y avait inscription en compte, c'était centraliser. On centralise tout. On centralise le nantissement, on centralise le transfert de propriété. Quand vous avez une saisie, quelqu'un va saisir les titres. Il faut bien s'adresser à quelqu'un. Et quand... Alors, bon, la question de la saisie n'a même pas été envisagée. Donc on ne sait pas comment on va faire au passage, ce qui pourrait être utile. Mais quand vous lisez sur les dispositions sur le transfert de propriété, pour les titres non cotés, quand vous transférez la propriété, vous pouvez choisir la date du transfert. Et vous indiquez cette date du transfert de propriété à l'émetteur. Et là, on vous dit, c'est la même chose. Quand c'est inscrit en blockchain, il suffira de vous adresser à l'émetteur, étant précisé que le décret vous dit que c'est l'émetteur ou son mandataire qui tient le registre. Et donc, quand vous lisez le décret, vous vous dites, c'est une blockchain fermée, voire ce n'est pas une blockchain du tout. C'est à partir du moment, et oui, et c'est là où on voit, oui, il y a une équivalence, mais on voit quand même les limites de l'exercice. Les limites de l'exercice, c'est si vous voulez maintenir en l'état exactement le même régime. Vous dites, j'ai deux modalités de représentation d'un titre financier. Inscription en compte d'une part, et inscription dans un dispositif électronique d'enregistrement partagé. Mais j'ai le même régime. Là, ça coince. Ça coince parce que si vous avez une logique de centralisation des opérations pour l'inscription en compte, et une logique radicalement opposée pour la blockchain qui est la décentralisation et le partage, est-ce que c'est tenable? Donc là, on a un décret qui semble ouvrir largement les choses, qui autoriserait toute technologie, mais la condition, c'est qu'il y ait une personne au moins identifiée et qui, a priori, doit tout gérer. Donc on se demande si, à la lettre, il pourrait même y avoir partage et qu'il y ait plusieurs personnes qui valident les opérations. Alors, oui, effectivement, donc juste, je suis entièrement d'accord, on retrouve un peu la même chose dans le nantissement. En fait, ce qu'ils ont fait dans le décret, très concrètement, c'est qu'ils ont fait un contrôle F, et à chaque fois qu'il y avait marqué compte titre, ils ont rajouté ou dispositif d'enregistrement partagé. Et du coup, effectivement, on a ce décalage, et on peut faire avec de la décentralisation, mais en fait, on a à chaque fois juste rajouté, mais vraiment, dans le décret, c'est assez systématique, à l'article temps, après le mot compte, il est rajouté ou dispositif d'enregistrement électronique partagé. Et du coup, on a des textes qui sont assez étonnants. Enfin, en tout cas, on a un vrai décalage. Et il y a même des auteurs qui avaient dit que le gouvernement n'avait pas fait le job et que le décret, en fait, ne précisait pas les points que les textes de niveau législatif lui imposaient de préciser. Donc, affaire à suivre. Pour ce qui concerne le nantissement, on retrouve un petit peu la même chose, on retrouve la même difficulté. On n'a pas beaucoup de précision dans les textes. Pour le nantissement, la question, elle se pose assez directement de savoir en quoi le changement finalement des modalités de représentation va impacter les modalités d'affectation en garantie. On l'a vu déjà dans les années 80, quand on a dématérialisé les valeurs mobilières, on a au départ raisonné en disant ça ne change rien, c'est purement technique, tout fonctionne comme avant. Et très rapidement, on s'est dit mais on ne peut pas adapter le régime du gage, qui est un régime pour les choses corporelles, à des inscriptions. Donc on a bien été obligé, le législateur est intervenu quelques années après, on est bien obligé de créer un régime spécial. Et donc on a inventé le régime du gage de valeur mobilière inscrite en compte parce que la matière sur laquelle on opérait avait changé. Donc là, on a un peu le même changement. On sort de la logique de l'inscription pour avoir une logique d'enregistrement, on sort de la logique du compte pour avoir une logique décentralisée, et fatalement, on doit adapter la mécanique des sûretés parce que la mécanique de la sûreté, elle est toujours dans la dépendance de la façon dont fonctionne le droit de propriété de manière plus générale sur un actif donné. Là, il y a une particularité très très forte des titres par rapport aux autres actifs qui sont en blockchain. On peut naturellement faire des sûretés sur des bitcoins, faire des sûretés sur des ethers, faire des sûretés sur des jetons d'ICO, etc. Simplement, d'une certaine manière, c'est plus simple parce que tous ces biens-là, ce sont des biens innommés, on n'a pas de régime. Donc qu'est-ce qu'on fait? On applique le droit commun. On va essayer de se débrouiller avec le droit commun du nantissement, c'est-à-dire avec le droit commun du gage, mais quelque part, on n'a pas de régime particulier très précis. Donc on va faire avec les moyens du bord, on va être relativement libre. Tandis qu'en matière de titres financiers, on a un régime qui est à l'article L211 du Code monétaire et financier. Et ce régime,
il est très complet, il est très cohérent, et du coup, paradoxalement, plus on a un régime complet et cohérent, plus ça va être difficile de changer les règles du jeu et de transposer ce nantissement avec une nouvelle modalité qui est la blockchain. Donc en fait, la difficulté, paradoxalement, est encore plus aiguë. Cette difficulté-là, notez-le, elle se pose surtout pour le nantissement, mais elle ne va pas tellement se poser pour les sûretés de propriété. Si je veux faire une fiducie sur titre, ce n'est pas la logique du nantissement, ça va être la logique du transfert de propriété. Donc il va juste falloir que je sache comment est-ce que je fais pour transférer des titres qui sont inscrits en blockchain. Mais on n'a pas cette problématique particulière de nantissement, d'affectation, mais sans transfert de propriété. Donc quelque part, le nantissement de titre, c'est l'hypothèse la plus compliquée qu'on puisse trouver. C'est plus compliqué que les sûretés sur Bitcoin, où à la limite il n'y a pas de régime, et c'est plus compliqué que les sûretés propriété sur titre, où à la limite il n'y a pas non plus de régime particulier de sûreté, c'est juste le transfert. Dans l'ordonnance de 2017, donc qui a ouvert la possibilité de mettre les titres en blockchain, on n'avait rien. On a juste rajouté un paragraphe au L211-20 en disant, en gros, pour le nantissement de titres en blockchain, allez voir dans la partie réglementaire. Donc on attendait le décret d'application. Le décret d'application est tardé, d'ailleurs on ne l'a pas dit, mais il devait être adopté en juillet. On a dû attendre en décembre, donc sans doute que les rédacteurs étaient un peu embarrassés. Et quand le décret est sorti, on n'a pas grand-chose dedans. Il y a des modifications très techniques des textes, on parle du gestionnaire d'identification des titres, etc. Mais c'est très abstrait, on a un peu du mal à voir concrètement comment ça marche, qui fait quoi, et à quoi ça sert, et qu'est-ce que ça change. Alors, il me semble qu'il y a deux choses. Il y a une chose qui a été très bien identifiée en doctrine, et une autre qui l'a un peu moins été, et ça rejoint les différentes fonctions de la blockchain qu'a évoqué Patrick tout à l'heure. La première fonction de la blockchain, c'est de représenter les actifs et d'en permettre le transfert. Là, la question qui se pose en matière de compte, en matière de titre, pardon, lapsus révélateur, c'est qu'on n'a plus justement cette notion de compte. Et ça, c'est très embêtant, en tout cas, il faut aborder cette question-là, parce que en matière de sûreté, on parlait en tout cas, du nantissement de compte titre. Donc, question, que devient le nantissement de compte titre quand il n'y a plus de compte, quand on passe à un nantissement de titre tout court? Ça, c'est la première question. La deuxième question, ça rejoint la notion de smart contract qui a été évoquée tout à l'heure par Patrick. Les smart contracts, en gros, c'est des instructions, un code informatique que vous intégrez en blockchain et qui sera exécuté automatiquement si certaines conditions sont remplies. Alors là, quand on réfléchit à ça en matière de sûreté, Patrick a pris l'exemple du contrat de transport, etc. Quand on voit en matière de sûreté, là on se dit, on pourrait automatiser la main levée de la sûreté, on pourrait automatiser la réalisation de la sûreté, on pourrait, voilà. Par exemple, si tant de bitcoins n'ont pas été versés sur telle adresse à telle date, à ce moment-là, automatiquement, on transfère les titres sur l'adresse du créancier. Question, est-ce qu'on peut vraiment totalement automatiser le fonctionnement du nantissement de compte? Donc, que devient le nantissement sans compte? Et est-ce que le nantissement peut profiter du smart contract? Alors, que devient le nantissement sans compte? A priori, de ce point de vue-là, il y a un retour en arrière. Un retour en arrière parce que, avant la loi de modernisation des activités financières de 1996, on parlait de nantissement de valeurs mobilières. Donc, ce qui était l'objet de la sûreté, c'était les valeurs mobilières. Petit à petit, les choses ont évolué, et dans la loi de 1996, on a commencé à parler du gage de compte d'instruments financiers. Alors, quelle est la différence entre une sûreté qui porte sur le compte, une sûreté qui porte sur des titres? A priori, c'est assez abstrait. En réalité, on a vu un intérêt dans la question, tout simplement, de la souplesse et de l'évolutivité de la sûreté. Grosso modo, la logique est la suivante. Si la sûreté porte sur les titres directement, on ne peut pas, en cours d'opération, enlever des titres de la sûreté et en remettre d'autres. La sûreté change d'assiette. Une sûreté ne peut pas changer d'assiette, ça va être une nouvelle sûreté. Donc vous pouvez donner main levée de telle catégorie de titres et refaire un nantissement sur de nouveaux titres, mais ce n'est pas une substitution d'assiette, c'est une nouvelle sûreté. Même chose, si vous essayez d'étendre la sûreté. Vous nantissez 15 titres, les titres perdent de la valeur, la dette augmente, il faut rajouter des titres. Ben, si j'en rajoute 5 de plus, c'est une nouvelle sûreté, j'ajoute de nouveaux objets grevés. Tandis que si on raisonne en termes de compte, on a l'idée
d'enveloppe, l'idée d'universalité, on a voilà, un contenant, et ce qui est nanti, en fait, c'est tout ce qui est dans le contenant. Alors, si dans le contenant, il y a des titres A, on les enlève, on met des titres B à la place, et les titres B sont nantis, mais ils ne sont pas nantis en tant qu'ils sont les titres B, ils sont nantis en tant qu'ils sont dans le compte, qui est le point d'ancrage finalement de la sûreté. Même chose, si j'ai besoin en cours d'opération de rajouter des titres. Dans mon enveloppe, j'ai 15 titres, je veux pour une raison X ou Y en rajouter, je vire des nouveaux titres sur le compte, ces titres sont nantis, non pas, encore une fois, en tant que tels, mais ils sont nantis tout simplement en tant qu'ils sont intégrés dans cette enveloppe qui constitue le point d'ancrage de la sûreté. Et quand les textes ont évolué et qu'en 2005, on a clairement dit dans le Code monétaire et financier que tous les titres qui étaient rajoutés ou substitués à quelques titres que ce soit dans le compte faisaient partie de l'assiette de la sûreté, qu'ils étaient réputés avoir été nantis à la date initiale, etc., tous les auteurs ont dit, vous voyez, c'est bien la preuve que l'assiette du nantissement, c'est l'universalité, ce ne sont pas les titres en tant que tels, c'est l'enveloppe, et c'est parce qu'on nantit une enveloppe qu'on a cette souplesse. De là, on devine aisément la suite, s'il n'y a plus de compte, et que ce sont des titres inscrits en blockchain qui sont directement nantis, la question, que fait-on de cette souplesse? Et naturellement, si on prive tout ça de cette souplesse-là, le nantissement de titres financiers va perdre une énorme partie de son intérêt. Alors là, il y a finalement deux niveaux de réflexion. Le premier niveau de réflexion, c'est de revenir un peu en arrière et de se demander si on est vraiment obligé de passer par cette logique de compte pour admettre cette souplesse de la sûreté. En gros, substitution et ajout de titres. En fait, en droit français, on l'a fait de manière un peu rétrospective. C'est-à-dire que la loi nous a dit tout ce qui est viré en compte est intégré dans la sûreté, et on s'est dit, vous voyez, c'est la preuve qu'on est dans une logique d'universalité, etc. Sauf que l'ordonnance de 2005 en question, elle transpose en grande partie la directive collatérale de 2002, qui est un texte européen. Et dans cette directive collatérale, on ne vous dit pas que la sûreté porte sur le compte, on vous dit tout simplement, ça porte sur des titres, mais les parties peuvent prévoir de rajouter des titres. Et quelque part, si la loi elle dit clairement et simplement, en disant on peut rajouter des titres, à la limite on pourrait ne pas avoir à passer par la notion de compte. Donc il suffit de trouver finalement des textes qui permettent de justifier cette extension de la sûreté, cette substitution, et on n'aura pas vraiment besoin de la notion de compte. Et c'est le deuxième niveau d'analyse, de manière beaucoup plus littérale, beaucoup plus technicienne, dans le Code monétaire et financier, en fait, on a déjà un régime du nantissement de titres qui ne sont pas inscrits dans un compte spécial. En fait, le schéma général du nantissement, c'est qu'on doit inscrire les titres sur un compte spécial, qui sera le compte nanti. Mais les textes eux-mêmes nous disent la chose suivante. Ils nous disent que, en l'absence de compte spécial, sont réputés faire partie du compte nanti les titres qui sont indiqués comme tels par un procédé informatique. Et en gros, ça correspond, dans la pratique, à mettre des données particulières sur une ligne de titre. Au lieu d'ouvrir un compte spécial, on a son compte qui reste ouvert, et sur telle ligne de titre, on met une étoile en disant attention, cette ligne de titre est nantie. Et ça, la loi nous dit que ça correspond, finalement, ces titres sont réputés faire partie du compte nanti. Et on pourrait, avec la blockchain, alors ça demande à être vérifié, mais c'est une interprétation qui pourrait être défendue, finalement, nos titres qui sont dans la blockchain, ils ne vont jamais être virés dans un compte spécial. Mais on peut les marquer électroniquement pour dire qu'ils sont nantis. Et à partir du moment où on a ce texte qui nous dit, à défaut de compte, sont réputés faire partie du compte nanti les titres indiqués comme tels, on pourrait avoir cette idée qu'en marquant les titres dans la blockchain, pour les besoins du nantissement, ils sont réputés faire partie du compte. C'est extrêmement artificiel, certes, mais on peut difficilement faire autrement parce que tout le régime du nantissement était construit autour de la notion de compte. Donc, la voie, pour l'instant, peut-être la plus indiquée, c'est d'essayer de trouver une espèce de correspondance entre la notion de compte autour de laquelle est bâti le nantissement et les titres en blockchain qui ne font pas partie du compte. Peut-être que ce point de contact, c'est le grand 2 de l'article 211.20 qui parle précisément de l'hypothèse dans laquelle il n'y a pas de compte et les titres nantis ne sont pas virés en compte. Et bien en droit français, on peut
ne pas virer les titres nantis sur un compte spécial et quand même opérer des substitutions, des remplacements. Donc, ça devrait théoriquement être ouvert en matière de blockchain. Mais encore une fois, si les textes avaient été un petit peu plus précis, on ne serait pas obligé à ces espèces de contorsions. Là, c'est fiction sur fiction, parce que les titres marqués sont réputés faire partie du compte nanti. Et en plus, les titres qui sont ajoutés rétrospectivement sont réputés avoir été virés au compte nanti immédiatement. Donc on fait fiction sur fiction, mais enfin, que voulez-vous, il faut assurer cette souplesse de nantissement de compte titre. Donc on est obligé de construire ce genre de raisonnement. Le décret nous contraint à des choses un peu sportives, mais enfin, c'est pas sans intérêt. Est-ce que ça sera admis en jurisprudence? C'est une autre question, mais je pense qu'il y a une voie ici. Deuxième question, plus rapidement peut-être, c'est la question des smart contracts. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut, en se basant sur la technologie blockchain, automatiser le fonctionnement de la sûreté? Là, on peut imaginer à peu près tout et n'importe quoi, mais il y a quand même deux limites à avoir en tête. Et là, c'est l'une des difficultés qu'on a quand on lit des choses sur la blockchain, c'est qu'il y a beaucoup d'écrits qui sont très utopistes, très pro-blockchain, en disant le smart contract, ça s'exécute tout seul, et puis une fois que c'est exécuté, on ne peut plus rien faire, etc. Oui, enfin quand même. Les deux limites, c'est première limite, pour que le smart contract se déclenche, il faut que les informations soient relayées dans la blockchain. Par exemple, si vous dites, si la dette n'est pas payée, il faut faire un virement, encore faut-il que les informations de la blockchain sachent, entre guillemets, s'il y a eu paiement ou pas. Donc d'abord, il faut alimenter la blockchain. La blockchain ne vit pas de manière totalement autarcique. Et puis deuxième limite, c'est pas parce qu'une opération est réalisée en blockchain qu'elle est légale. Moi, je ne vois absolument aucun obstacle à ce qu'un juge dise, dans la blockchain, il y a eu un virement de telle adresse à telle adresse, il n'est pas fondé en droit, annulé, vous restituez. Vous restituez, je vous condamne sous astreinte de 10 000 € par semaine à restituer, etc. Enfin, je ne vois pas l'obstacle. Ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose que automatiquement c'est valable en droit. Donc, en gardant en tête ces deux limitations, qu'est-ce que ça donnerait pour le nantissement? La première utilité qu'on pourrait avoir, c'est justement sur l'arrosage. L'exemple typique des clauses d'arrosage, c'est vous avez une dette de 100, vous nantissez des titres, les titres valent 10 chacun. Vous nantissez 10 titres. Un mois après, le cours s'effondre, les titres valent plus que 5. Il faut remettre de nouveaux titres. Eh bien, si votre blockchain sait quelle est la valeur des titres, quelle est la valeur de la dette, vous pouvez, à la limite, imaginer un mécanisme où vous vous dites, ben voilà, j'ai des titres en RAB dans telle adresse blockchain. Si jamais les titres nantis perdent de la valeur en dessous de tel seuil, la blockchain déclenche automatiquement un virement de mon adresse sur laquelle j'ai les titres en réserve vers l'adresse sur laquelle sont les titres nantis. On pourrait imaginer ce genre de choses. Le seul problème ici, c'est d'abord un premier problème qui est technique. Il faut que la blockchain sache quelle est la valeur des titres. Si les titres sont cotés sur une plateforme de négociation, à la limite, pourquoi pas, mais vu que la blockchain ne peut accueillir que des titres qui ne sont pas admis aux opérations dépositaires centrales, pour être sur une plateforme de négociation, il faut être admis aux opérations dépositaires centrales, a priori, c'est que des titres non cotés, donc on va avoir ici un problème tout bêtement d'alimentation d'informations, d'accès finalement de la blockchain à l'information. Et puis, deuxième difficulté, qui là est plus juridique, c'est que pour affecter des titres en nantissement, il faut normalement adresser une déclaration à l'émetteur. Donc question, est-ce qu'on peut juridiquement vraiment automatiser ça et dire qu'on va faire une instruction automatique en blockchain même sans avoir à adresser une notification? Donc on a une difficulté un peu technique, l'accès à l'information, une difficulté plus juridique, la question de la notification. Et en gros, est-ce qu'il faut une manifestation de volonté du constituant d'exécuter la clause qui l'oblige à alimenter le nantissement, ou est-ce que ça peut se faire automatiquement? Ça, c'est une difficulté purement juridique. Enfin, au stade du dénouement de la sûreté, on pourrait imaginer d'automatiser la main levée du nantissement. Plutôt que le créancier donne main levée en disant j'ai été payé, je lève la sûreté, on pourrait imaginer que la blockchain automatiquement, par exemple, retransfère les titres de telle adresse à l'adresse du constituant. Là, même problème, il faut que la blockchain soit alimentée, il faut qu'on sache s'il y a eu un paiement ou pas. Si le paiement alimente crypto-monnaie et que ça s'opère sur la blockchain, pas de problème. Si c'est un virement de compte à compte, c'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir dire à la blockchain qu'il y a eu un virement. Donc on retrouve ce problème d'alimentation, d'accès à l'information.
Si les choses se passent mal, et c'est le dernier point, il va falloir réaliser la sûreté. Là, on a encore une perspective d'automatisation. On pourrait dire par exemple que s'il y a une défaillance du débiteur, les titres sont automatiquement soit vendus, soit transférés au créancier. Mais encore une fois, on a d'abord le problème de l'information. Comment est-ce qu'on sait qu'il n'y a pas eu une prorogation du terme, etc. C'est pas évident que la blockchain le sache. Et puis on a, en réalité, dans les textes, des tas de petites entraves. C'est des choses toutes bêtes, mais par exemple, pour réaliser un nantissement de compte titre, il faut une mise en demeure. Une mise en demeure, ça veut dire que ça ne peut pas être totalement automatique. Et quand on vous dit, par exemple, qu'il faut une notification, une notification, c'est un acte papier. Alors, on peut faire une notification électronique. Alors, est-ce qu'on peut préintégrer dans la blockchain une notification électronique? Est-ce que c'est vraiment conforme au texte? Vous avez des cas dans lesquels on vous dit qu'il faut une évaluation, il faut un expert. Donc, ça ne doit pas être totalement automatique. Donc, on a finalement, à chaque étape, ces deux mêmes difficultés. Première difficulté, il faut que les données soient intégrées à la blockchain, il faut qu'elles soient fiables, c'est la question du rôle des oracles sur laquelle on reviendra peut-être tout à l'heure. Et il faut réaliser que les textes n'ont pas du tout été pensés en vertu de la blockchain. Donc dans les textes, la constitution d'une sûreté, l'ajout de titre, la réalisation, etc., ce sont à chaque fois des actes juridiques, peut-être, des actes volontaires, il faut des mises en demeure, il faut des évaluations, il faut, etc. Donc le régime n'est pas adapté. Le seul régime qui serait vraiment adapté à la limite à la blockchain, c'est le régime des garanties financières, où là, quand on est entre personnes, entre guillemets, réglementées, donc PSI, établissement de crédit, etc., là, on peut faire ce qu'on veut, on peut réaliser sans expertise, sans mise en demeure. Là, à la limite, on pourra avoir quelque chose de totalement automatique, pas de bol. Les garanties financières ne peuvent porter que sur des titres admis en dépositaire central, et seuls les titres qui ne sont pas admis au dépositaire central peuvent être dans une blockchain. Donc pour l'instant, les deux garanties financières et les titres en blockchain vivent un peu en parallèle. Ce sera intéressant de voir ce qui se passera quand ça se rencontrera, mais peut-être que là, on pourra avoir une réelle automatisation. Merci de votre attention.